Bonjour à tous! 3 fois par semaine, plongez avec moi dans l'univers sombre des crimes qui ont secoué le monde entier. De disparitions mystérieuses aux meurtres les plus effroyables, nous explorerons ensemble l'injustice, l'impunité, la corruption et les jugements les plus implacables qui ont marqué ces affaires. Avant de plonger dans ce récit captivant, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune notification. N'oubliez pas de laisser un like, cela m'aidera énormément à continuer à vous proposer du contenu. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans chaque détail de cette affaire criminelle. Dans les relations abusives, il y a souvent une image très simple, presque caricaturale. Une personne crie, insulte, frappe parfois. On la qualifie alors de colérique, d'instable, incapable de se contrôler. On voit le danger, on le reconnaît. Mais le pire, ce n'est pas toujours celui-là. Le plus dangereux, c'est l'abus silencieux. Celui qui se cache derrière des sourires, celui que personne ne soupçonne, celui où, de l'extérieur, tout semble parfait, jusqu'au jour où tout s'effondre. Alsou Sobashnikova, qui portera plus tard le nom de Prokhorova, est née le 4 janvier 2001 dans le village de Melex, situé dans le district de Toukaïev, en République du Tatarstan. Elle était la cadette de la famille. Un frère aîné, Rouslan, toujours présent, toujours protecteur. Quand Alsou et Rouslan étaient encore enfants, leurs parents ont divorcé. Les deux ont alors vécu avec leur mère, Ilfira Shireva. Peu de temps après, Ilfira s'est remariée. La famille a déménagé dans le village de Melekskoï, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Naberejnié-Tchelny. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette nouvelle vie ne fut pas un traumatisme. Les enfants ont accepté le choix de leur mère. Ils se sont rapidement attachés à leur beau-père, un homme attentionné, qui les a traités comme ses propres enfants. Ils ont même commencé à l'appeler papa. Le village était petit, calme, paisible, un peu plus de 2000 habitants. Tout le monde se connaissait, tout le monde savait tout ou croyait savoir. Alsu et Ruslan se sont vite intégrés. Nouvelle école, nouveaux amis, une vie simple, loin du tumulte des grandes villes. La communauté était majoritairement composée de Russes, de Tatars et d'Ouzbeks. Chaque semaine, le centre culturel organisait des bals. Il y avait des cours de danse, de chant choral, d'art de la scène. Les jours de fête, des concerts mettaient en lumière les talents locaux. Et au milieu de tout ça, Alsu brillait. À l'école, elle excellait. Première de la classe. Sérieuse, responsable, fiable. Les enseignants la décrivaient comme une élève intelligente, posée, déterminée. Une jeune fille sur qui l'on pouvait toujours compter. Elle avait un caractère calme, équilibré. Une diplomate née, capable de désamorcer les conflits sans hausser la voix. Et puis, il faut le dire, Alsu était belle. Mais pas seulement physiquement. Elle attirait par sa gentillesse, par sa douceur. Tout le monde voulait être son amie. Alors dis-moi, comment une vie aussi prometteuse a-t-elle pu basculer? À quel moment le conte de fées s'est-il fissuré? Et surtout, pourquoi personne n'a rien vu venir? Parce que parfois, le danger ne crie pas. Il sourit. La personne la plus proche d'Alsou, celle qui a partagé sa vie depuis l'enfance, c'était sa cousine du côté paternel, Sabrina Soboshnikova. 3 ans les séparés, 3 ans qui n'ont jamais compté.
Elles se parlaient en permanence, elles partageaient leurs secrets les plus intimes. Elles se ressemblaient tellement qu'on aurait pu les prendre pour des sœurs. Et le plus cruel, le plus ironique peut-être, c'est qu'elles allaient, toutes les deux, connaître un destin tragique. Dès son plus jeune âge, Alsou a dû affronter quelque chose que peu d'enfants devraient vivre, une grave infection virale, des complications lourdes et rapidement un diagnostic qui a tout changé, une insuffisance rénale chronique, une maladie sournoise, progressive, implacable. Ses reins n'assuraient plus leur fonction vitale. Alors Alsou a commencé les allers-retours réguliers vers une clinique spécialisée de Nabéréjnié-Tchelny. Des traitements, des médicaments et surtout l'hémodialyse. Des séances longues, épuisantes, où son sang était littéralement filtré par une machine pour faire le travail que son corps ne pouvait plus assurer seul. Et tout ça à un âge où d'autres pensent aux sorties, aux examens, aux rêves. La famille Sobochnikova n'était pas riche. Chaque traitement coûtait cher. Chaque médicament pesait lourd sur le budget familial. Lors des périodes les plus critiques, Alsou devait quitter l'école et suivre les cours à domicile, parfois pendant plusieurs mois. Résultat, une préparation incomplète aux examens de fin d'études et presque aucune chance de réussir les concours d'entrée à l'université. Et pourtant, elle rêvait d'étudier, d'intégrer la branche de l'université innovante de Kazan à Nabéréjnié-Tchelny, de faire des études en économie. Mais elle le savait, sa santé rendait ce projet fragile. Et surtout, l'argent manquait. La majorité des ressources familiales servaient déjà à la maintenir en vie. Sa mère a alors tenté de la rassurer. Une voie plus courte, plus pratique, un collège professionnel d'abord, un métier, une stabilité, les études supérieures plus tard. Alsou a essayé de rester forte. Elle ne voulait dépendre de personne, encore moins être un poids pour sa famille. Alors elle a cherché, encore et encore. Elle a suivi des formations en extension de cils, en manucure, et elle a commencé à recevoir des clientes chez elle. Une solution parfaite compte tenu de son état de santé, discrète, courageuse, déterminée. C'est à cette période, alors qu'elle était encore au lycée, qu'elle a rencontré Timour Prokhorov, un élève plus âgé, 4 ans de plus qu'elle. Le lien s'est créé rapidement, naturellement, et ce qui n'était au départ qu'une proximité est devenu une relation amoureuse, une relation qui plus tard les mènera jusqu'au mariage. Mais qui était vraiment Timour Prokhorov ? Timour est né en 1997 à Nabéréjnié-Tchelny. Il était le cadet de 2 frères, dans une famille plutôt aisée. Ses parents dirigeaient une petite entreprise stable, assez prospère pour offrir à leurs enfants une bonne éducation et une vie confortable. Son frère aîné, Arthur, très proche de lui, a obtenu un diplôme en droit et travaille aujourd'hui pour le ministère de l'Intérieur. À la fin des années 2000, la famille Prokhorov a acheté un terrain dans le village de Melekskoye. Ils ont commencé à y construire leur maison. Les garçons participaient aux travaux. Ils aidaient à tout, construction, finition, tâches domestiques, selon ses amis, ses professeurs, les habitants du village. Timour était quelqu'un de calme, posé, jamais violent. Il évitait les conflits, encore plus les bagarres. Il préférait discuter, négocier, apaiser. Un de ces garçons capables de reconnaître leurs torts, de s'excuser quand ils estiment avoir mal agi. À l'école, il était un bon élève, pas exceptionnel, mais sérieux. Il participait aussi à la vie culturelle, danse, spectacle, représentation au centre communautaire.
et même adulte, il continuait à monter sur scène. Quand son frère Arthur était à l'université, il s'est marié et est retourné vivre à Naberezhnie-Chelny. 2 enfants sont nés peu après. Il rendait souvent visite à la famille restée au village. Les enfants adoraient leur oncle, et Timour les adorait tout autant. Il les gâtait, jouait avec eux, était toujours présent. Après le lycée, Timour s'est engagé dans l'armée. Il a servi dans la marine. À ce moment-là, lui et Alsou étaient déjà en couple. Et elle comptait les jours, elle attendait son retour. Mais la vie n'allait pas leur laisser de répit. Peu de temps après, la mère de Timour a été diagnostiquée d'un cancer agressif. La maladie a progressé rapidement. En quelques mois, elle est décédée. 1 an plus tard, le père de Timour s'est remarié. Et contre toute attente, la nouvelle épouse a été chaleureusement accueillie. Les enfants adultes ont créé un lien avec elle. Elle est devenue, naturellement, une partie de la famille. Environ 6 mois plus tard, le couple est retourné vivre à Naberezhnie-Chelny pour se concentrer sur le travail. La maison presque achevée du village a été confiée à Timour. Il a continué à y travailler lui-même. Comme je l'ai dit, Alsou et Timour s'étaient rencontrés au lycée. Leur affection a grandi vite, très vite. Alsou a été honnête dès le début. Elle lui a parlé de sa maladie, de ses reins, de ses limites, et ça ne l'a pas fait fuir. Au contraire, il lui a promis qu'ils affronteraient tout ensemble, les difficultés, les traitements, la fatigue, tout. Après son service militaire, Timour a poursuivi ses études, puis a rejoint l'entreprise familiale. Il gagnait suffisamment bien sa vie, assez pour subvenir à leurs besoins à tous les deux. Mais Alsou, fidèle à elle-même, refusait d'être dépendante. Alors, malgré tout, elle a continué à travailler, depuis chez elle. Et maintenant, pose-toi cette question. Avec un tel passé, autant de douceur apparente, autant de promesses, à quel moment l'histoire a-t-elle dérapé? Parce que parfois, les tragédies ne naissent pas dans le chaos. Elles grandissent lentement, dans ce qui ressemble, de l'extérieur, à un amour parfait. Malheureusement, à cause de son état de santé, Alsou a fini par devoir arrêter les extensions d'ongles. Son corps ne supportait plus les produits, les matériaux, les odeurs. Même travailler devenait un risque. Et pendant tout ce temps, Timour était là, présent. Il l'emmenait à Naberezhnie-Chelny, parfois jusqu'à Kazan, pour ses examens médicaux, ses traitements, ses thérapies. Il veillait sur elle. Il la protégeait. Il l'aimait profondément. Il s'entendait aussi très bien avec la mère d'Alsou, qu'il avait accueillie comme un fils, un vrai. Mais en 2018, tout s'est accéléré, brutalement. L'état d'Alsou s'est gravement détérioré. Ses reins lâchaient. La dialyse n'était plus une option temporaire. Elle ne pouvait plus vivre sans. Une seule issue restait. Une greffe de rein. La donneuse idéale, sa propre mère. Mais l'opération, les soins, le suivi post-opératoire, tout était hors de prix. La famille n'avait tout simplement pas les moyens. Alsou était suspendu entre la vie et la mort. Son corps gonflait à cause des œdèmes. Son visage devenait méconnaissable. Et ça la détruisait. Elle ne voulait plus que Timour la voie ainsi. Elle avait honte, peur. Elle a même tenté de lui interdire de venir à l'hôpital. Mais Timour n'a jamais cédé. Il a refusé de partir, refusé de détourner le regard. Quand la nouvelle de son état critique s'est répandue dans le village, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les voisins ont décidé d'agir.
Un concert caritatif a été organisé au centre culturel. Tout l'argent récolté a été reversé à la famille d'Alsou. Ce soir-là, Timour est monté sur scène. Il a dansé avec son groupe, pas pour se montrer, pas pour briller, mais pour sauver celle qu'il aimait. Et contre toute attente, la somme nécessaire a été réunie rapidement. L'opération a pu être financée. Alsou et sa mère sont alors partis à Moscou, dans une clinique réputée, où un chirurgien reconnu avait accepté de tenter l'intervention. L'opération a été un succès. Les deux femmes ont tenu bon. Mais pour Alsou, le combat ne faisait que commencer. Des médicaments à vie, un régime strict, des contrôles constants pour vérifier que le rein greffé fonctionnait correctement. Elle a passé presque 6 mois à l'hôpital, puis encore une année entière cloîtrée chez elle. La moindre infection pouvait être fatale, même un simple rhume. Elle a suivi chaque consigne médicale, même quand c'était épuisant, même quand mentalement c'était trop. Sa mère, son beau-père, son frère, ils étaient tous là, à chaque étape. Ils l'encourageaient, ils lui répétaient que tout irait bien. Et ils s'inquiétaient aussi pour Timour, parce que, soyons honnêtes, tous les jeunes hommes n'auraient pas tenu. S'il était parti, personne ne l'aurait jugé, personne ne l'aurait blâmé. Mais il est resté. Pendant la maladie d'Alsou, il vivait pratiquement à l'hôpital, puis chez ses parents, toujours prêt à aider, toujours prêt à conduire des heures pour trouver un médicament, toujours là. Et peu de temps après la sortie d'Alsou de la clinique, Timour lui a demandé sa main, officiellement, et elle a dit oui. En août 2021, ils ont célébré le Nikah, la cérémonie religieuse musulmane qui unit un couple, comparable à un mariage chrétien. Ensuite, ils se sont installés dans la maison du marié, une maison encore inachevée, mais pleine de promesses. Alsou travaillait depuis chez elle. Timour faisait chaque jour l'aller-retour jusqu'à Naberezhnye-Chelny pour son travail. Ils économisaient, ils rêvaient. Un grand mariage était prévu pour janvier. Le 4 janvier 2022, Alsou a fêté ses 21 ans. Et le 20 janvier, la cérémonie de mariage a eu lieu chez ses parents. Des proches venus de toute la République. Des rires, des discours, des photos, des embrassades. Tout le monde croyait assister au début d'une vie heureuse. Mais dis-moi, combien de tragédies commencent exactement comme ça, avec de l'amour, avec du courage, avec des promesses, et surtout, sans que personne n'imagine ce qui va suivre. Tout le monde leur a souhaité une longue vie, heureuse, paisible, et la fête s'est prolongée 3 jours entiers, 3 jours de rire, de musique, de toasts portés à l'amour. Les invités racontaient que les jeunes mariés rayonnaient, qu'ils semblaient sincèrement heureux, comme si rien ne pouvait les atteindre. Timour avait même exprimé un souhait très particulier, appeler la mère d'Alsou « maman ». À ces mots, Ilfira a fondu en larmes. Elle a remercié Dieu, le destin, la vie tout simplement, pour lui avoir offert un tel mari pour sa fille, un tel gendre, presque un fils. La demoiselle d'honneur d'Alsou, c'était Sabrina, 18 ans. Venue d'une autre ville spécialement pour le mariage, elle devait repartir le 23 janvier pour reprendre les cours le 24. Elle logeait chez les jeunes mariés dans une chambre à part. Les autres invités étaient répartis entre la maison des parents d'Alsou et celle des proches.
Dans le village, il n'y avait ni hôtel ni maison d'hôte. Puis est arrivée la nuit du 23 janvier. Cette nuit-là, Ilfira a fait un rêve, un de ceux qui laissent une trace. Dans ce rêve, elle cherchait sa fille, partout, sans jamais la trouver. Et Timur se tenait là, silencieux. Il jetait de petites pièces dans ses mains. Elle s'est réveillée vers 5 heures du matin, le cœur serré. Une angoisse sourde, profonde. Impossible de se rendormir. Elle a voulu appeler Alzou, puis s'est ravisée. Trop tôt, elle a attendu, mais à 7 heures, elle n'a plus tenu. Elle a appelé, aucune réponse. Elle a appelé Sabrina, rien. Puis Timur, toujours rien. Alors Ilfira et son mari ont décidé d'aller chez les jeunes mariés. Ils sont arrivés vers 7h30. La voiture de Timur n'était pas dans la cour. Sur le moment, ça n'a pas semblé alarmant. Mais quand Ilfira a essayé la porte, elle était déverrouillée. Là, la panique a pris le dessus. Sa fille, son gendre, sa nièce. Ils n'auraient jamais quitté la maison sans fermer à clé. Ilfira est entrée. Elle a appelé. Encore. Aucune réponse. Puis elle est arrivée dans le salon et ce qu'elle a vu l'a presque fait s'effondrer. Sur le sol, dans des flaques de sang, reposaient les corps sans vie d'Alzou et de Sabrina. Elles avaient été poignardées à de multiples reprises, avec une violence inouïe. Leurs corps étaient froids, raides. Elles étaient mortes depuis plusieurs heures. Ilfira a hurlé. Elle est sortie en courant dans la rue. Elle a tout dit à son mari. Il a immédiatement appelé la police et les secours. Les forces de l'ordre sont arrivées vers 7h50. Ilfira, elle, faisait une crise cardiaque. Elle a dû être prise en charge médicalement. Elle ne pouvait pas répondre aux questions. Elle pleurait, elle criait, refusait d'y croire. Entre-temps, les proches ont afflué, puis les voisins. Le village entier semblait s'être figé. Les experts médico-légaux ont relevé plus d'une douzaine de coups sur chaque corps. Des blessures causées par un couteau et par des ciseaux. Mais les armes du crime étaient introuvables. Très vite, un nom s'est imposé. Timur. Il avait disparu. Son téléphone était injoignable. Il est devenu le principal suspect. Mais aussitôt, ses proches ont pris sa défense. Avec force. Selon eux, c'était impossible, inimaginable. Tous les témoins, familles, voisins, amis, disaient la même chose. Timur adorait sa femme. Il la portait littéralement à bout de bras. D'après eux, le couple ne se disputait jamais. Et même en cas de désaccord, Timur n'aurait jamais levé la main sur celle qu'il aimait plus que tout. Et pourtant, peu à peu, certains voisins ont commencé à parler. Ils affirmaient que Timur était un agresseur caché, pas celui qui frappe en public, mais celui qui contrôle, qui isole. Ils parlaient de jalousie excessive, de disputes à huis clos, parfois si violentes qu'on pouvait les entendre à l'extérieur. Alzou se sentait coupable à cause de sa maladie, et Timur, selon eux, lui aurait répété que personne d'autre ne voudrait s'occuper d'elle, comme si elle lui devait tout. La veille du drame, Timur et ses amis étaient restés tard chez lui. C'était un samedi, ils buvaient. Quand Timur a accompagné les invités dehors, il était déjà passé minuit. Puis, il a disparu, pendant près d'1h30. Alors, pose-toi cette question. Que s'est-il réellement passé pendant ce laps de temps? Et surtout, combien de vérités restent encore cachées derrière cette nuit-là? Pendant ce laps de temps étrange, cette absence inexpliquée,
Alsou a écrit à une amie, Anna. Elle lui a confié son inquiétude. Timur était introuvable. Il avait laissé son téléphone derrière lui. Tu imagines l'angoisse, non? En pleine nuit, marié depuis quelques jours à peine, et ton mari disparaît sans prévenir. Puis, à 2 heures du matin, un dernier message est parti. Alsou a écrit que Timur était rentré, que tout allait bien, qu'ils allaient se coucher. Elle a remercié Anna pour son inquiétude. Elle a même ajouté un smiley. Rien d'alarmant, rien de suspect. Au contraire, tout donnait l'impression que la nuit se terminait paisiblement. Les enquêteurs ont pourtant rapidement envisagé une hypothèse, et elle était sombre. Ils ont supposé que Timur aurait pu devenir jaloux. D'un message, d'un contact, d'une attention mal interprétée, un retour à la maison, une dispute violente, l'alcool aidant, la perte de contrôle, un couteau à portée de main, puis la panique, la réalisation de l'irréparable, la fuite. C'était, à ce moment-là, la version la plus logique, mais la suite allait rendre l'affaire encore plus troublante. Le 23 janvier, une information est tombée. Sur la route menant vers El Bouga, sur le parking d'un petit café routier, une voiture a été retrouvée, une Lada Priora. À l'intérieur, le corps d'un jeune homme. Il avait reçu une balle sous le menton. Un fusil reposait entre ses mains. Tout indiquait un suicide. L'identité a été rapidement confirmée. Il s'agissait de Timur Prokhorov, 25 ans, recherché pour être interrogé dans une affaire de double homicide. L'arme appartenait à son père. Elle était normalement conservée dans un coffre sécurisé, dans la maison où Timur vivait avec son épouse. Il semblait évident qu'il avait pris ce fusil en quittant le domicile cette nuit-là, comme s'il savait déjà comment tout allait se terminer. Les autorités ont ensuite récupéré les images d'une caméra de surveillance installée en face de la maison des Prokhorov. Sur la vidéo, on voit Timur quitter la maison avec ses amis. Puis, environ 1h30 plus tard, il revient seul. Après cela, plus rien. La caméra filmait uniquement la rue. Il était donc possible qu'il soit reparti dans l'autre direction, hors champ. Un témoin a ensuite apporté un élément supplémentaire. Cette nuit-là, un club organisait une soirée dansante. Il se trouvait non loin de la maison. Les jeunes mariés n'y sont pas allés. Ils recevaient des invités. Mais à un moment, une voiture inconnue s'est arrêtée devant leur domicile, avant de repartir presque aussitôt. Le lendemain matin, après l'annonce du drame, 2 jeunes hommes se sont présentés cherchant Timur. Lorsqu'ils ont compris ce qui s'était passé, ils sont repartis immédiatement. Personne n'a pu les décrire. Puis une autre piste est apparue, beaucoup plus dérangeante. Une femme de 47 ans, masseuse à Naberezhnye-Chelny, a émergé dans l'enquête. Il a été révélé qu'elle proposait aussi des services intimes à domicile. Son identité n'a jamais été rendue publique. Selon certaines informations, Timur aurait fréquenté cette femme à plusieurs reprises. La nuit du drame, il lui aurait envoyé un message, lui demandant si elle pouvait le recevoir. Elle n'a pas été surprise par l'heure tardive. Elle lui aurait répondu qu'elle l'attendait. D'après certaines sources, Timur se serait rendu chez elle après avoir tué Alsou et Sabrina. Ils auraient eu un rapport intime. Puis, lorsqu'elle lui a demandé de payer, il aurait refusé. Elle l'aurait menacé d'aller à la police. Et là, il se serait emporté. Insultes, coups, violence. La femme a ensuite déposé plainte, affirmant avoir été agressée physiquement et sexuellement. Mais pour une raison qui n'a jamais été clairement expliquée,
elle a retiré sa plainte. Des rumeurs ont alors circulé. Selon elle, la famille Prokhorov, bien introduite, y compris dans certains cercles des forces de l'ordre, aurait réglé l'affaire discrètement. L'identité de la femme est restée secrète. Elle n'a plus jamais parlé, ni de Timour, ni des violences qu'elle aurait subies. Certains pensent que Timour l'aurait visitée avant de rentrer chez lui, ce qui expliquerait son absence prolongée cette nuit-là, et qu'après son retour, une dispute de jalousie aurait éclaté. Sabrina, fidèle à sa cousine, aurait pris sa défense. La tension serait montée. Et dans un accès de rage, Timour aurait saisi un couteau. À 7h03, le 23 janvier, Timour s'est connecté pour la dernière fois à ses réseaux sociaux. Après cela, silence total. Plus aucun appel, plus aucun message. Cette heure a ensuite été retenue comme l'heure approximative de sa mort. Mais voilà le problème. Les théories de l'infidélité, de la jalousie et de la rage soudaine ne collaient pas avec l'image que tous avaient de Timour. Un homme calme, aimant, patient. Alors, dis-moi, qui était vraiment Timour Prokhorov? Un mari dévoué qui a craqué en une nuit? Ou quelqu'un que personne n'avait réellement connu? Parce que parfois, ce ne sont pas les monstres qui font le plus peur, ce sont ceux qui sourient parfaitement. Même les proches d'Alsou ont rejeté les théories accusant Timour, convaincus que le crime venait de l'extérieur. Tous décrivaient Timour comme un homme calme, équilibré, jamais violent ni ivre. Pourtant, lors de la perquisition, les enquêteurs ont découvert de puissants antalgiques, autrefois prescrits à sa mère décédée, soigneusement conservés et visiblement encore utilisés. Cette découverte a ouvert une hypothèse troublante. Timour aurait pu consommer ces médicaments en secret et, la nuit du drame, les avoir mélangés à l'alcool, provoquant hallucinations, désinhibition et une explosion de violence. Les meurtres auraient alors été commis dans un état de conscience altéré, suivi d'une prise de conscience insupportable. Aucune poursuite pénale n'a été engagée, le principal suspect étant mort. Pour les familles, la vérité restait inacceptable. À la demande de la mère d'Alsou, les jeunes mariés ont été enterrés ensemble, convaincus que Timour aimait sa fille et ne lui aurait jamais fait de mal. L'affaire a bouleversé le village, puis toute la République du Tatarstan, attirant journalistes, rumeurs et témoignages contradictoires, noyant peu à peu la vérité. Le 26 janvier, le père de Timour a affirmé que l'autopsie révélait des coups et peu de sang dans la voiture, suggérant un meurtre maquillé. Ces déclarations ont été rapidement démenties par les enquêteurs. Aucune trace de violence, seulement une plaie par balle sous le menton, compatible avec un suicide. L'affaire s'est donc conclue sans procès, sans certitude absolue et sans réponse apaisante, laissant planer le doute entre un homme aimant ayant perdu pied et une vérité plus sombre restée silencieuse. Et maintenant, je vous laisse la parole, parce que dans cette affaire, un détail est impossible à ignorer. La famille de Timour, comme celle d'Alsou, a toujours cru en son innocence. La preuve la plus forte, ils ont été enterrés ensemble. Un choix lourd de sens, un geste qui dit clairement « Nous refusons de croire qu'il ait pu lui faire du mal ». Alors dites-moi ce que vous en pensez.
Timur était-il réellement l'homme aimant, calme et équilibré que tous décrivaient? Ou bien l'image qu'il montrait cachait-elle une vérité plus sombre que personne n'a su voir à temps? Partagez vos théories en commentaire. Et si cette affaire vous a marqué, écrivez tous le même mot: doute. Likez la vidéo, abonnez-vous, partagez autour de vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle affaire.